démarrer cette vidéo, je te propose une petite réflexion. Imagine que tu es policier et que moi je roule systématiquement trop vite. Ton but est de me faire respecter les limitations de vitesse. Je connais la loi, hein. C'est juste que je m'en fous. Je roule trop vite en connaissance de cause. Si chaque fois que je roule trop vite, tu me mets 150 € d'amende, je vais vite me calmer. Mais l'amende, c'est une punition. Donc, en 100% positif, tu n'as pas le droit de te fâcher sur moi ou de me mettre une sanction. Tu peux soit m'ignorer, je te laisse te faire ton idée de l'efficacité du truc, soit récompenser mes bons comportements comme me donner 5 € pour chaque trajet en voiture durant lequel j'ai respecté toutes les limitations de vitesse. Sauf que ce n'est pas jouable, ça va coûter beaucoup trop cher et tu dois vérifier l'entièreté de tous mes trajets. Et en plus de ça, si un jour je suis vraiment pressé, je me dirais tant pis pour les 5 €, j'accélère. Alors, que proposes-tu pour me faire respecter les limitations en 100% positif? Je te le laisse me dire dans les commentaires. Là, normalement, tu commences à apercevoir les limites du 100% positif. Le 100% positif, c'est toujours de la merde. Je persiste et signe dans ma déclaration choc pour garder tous les copains que je me suis fait précédemment. Cette vidéo est la suite de notre reportage en 4 épisodes sur les dérives du 100% positif. Si tu n'as pas vu la première vidéo, je t'invite à aller la voir, sinon tu vas être perdu. Aujourd'hui, je vais t'expliquer d'un point de vue scientifique comment fonctionne un comportement et pourquoi rien ne colle avec l'ultra-positivisme. Preuve à l'appui, comme toujours, tu vas voir, c'est du lourd. Générique. Un problème de comportement avec ton chien? Il n'écoute pas? Je m'appelle Grégory et je suis comportementaliste canin. Ma spécialité, les chiens difficiles. Ma méthode fonctionne là où les autres méthodes ont échoué. Arrête de subir les mauvais comportements de ton chien et commence dès à présent le travail sur laméthodegreg.com. Et avec ma méthode en ligne, finis les problèmes de comportement. Bonjour à toi, c'est Grégory, le comportementaliste canin. Tout d'abord, je suis conscient que cette vidéo va faire polémique et diviser les foules. Sache que je suis pour le positif et que je l'utilise énormément. Ce qui est absurde, c'est le 100% positif. Il faut savoir que dans le domaine du comportement, les bases du comportement opérant ont été posées par un certain Skinner. Pas lui, lui. Pour te résumer Skinner, il affirme que n'importe quel comportement est conditionné par l'environnement de l'individu et qu'il n'existe que 4 formes de conditionnement que je vais te montrer ici. Quand tu auras compris tout ça, tu sauras exactement comment fonctionne un chien, un chat ou n'importe quel être vivant doté d'une intelligence. D'ailleurs, pour la petite histoire, ça fonctionne même avec l'être humain. Vu comme ça semble un peu compliqué. Pas de panique, je t'explique. Tout d'abord, on a 2 formes de renforcement. Comme son nom l'indique, le renforcement sert à, suspense, renforcer un comportement. On augmente l'apparition du comportement. Tu as le renforcement positif. Il est dit positif car on ajoute quelque chose de sympa. Pour un chien, je le récompense en lui donnant une friandise. Ou pour un humain qui travaille, sa récompense est l'argent qu'il va gagner fin du mois. Ensuite, tu as le renforcement négatif. Son nom porte à confusion. Il est négatif car on retire quelque chose, mais quelque chose de désagréable, ce qui au final est positif pour l'individu. Si mon chien est calme, je le laisse sortir de son panier, il est libre. J'ai retiré l'obligation de rester au panier. Si j'ai une bonne note à l'école, je ne dois pas faire la vaisselle ce soir. Une tâche désagréable m'a été retirée. Au final, c'est positif pour moi. Ensuite, tu as les 2 formes de punition. La punition, c'est le contraire du renforcement. Elle sert à supprimer ou faire disparaître un comportement. On diminue l'apparition du comportement. Tu as la punition positive. À nouveau, le nom prête un peu à confusion. Elle est dite positive car on ajoute quelque chose. Mais comme on ajoute quelque chose de négatif, ça reste une punition pour le chien. Si mon chien saute, je le frappe avec un journal. C'est désagréable pour lui. Si je roule trop vite en voiture, je reçois une amende de 150 €. Et pour finir, la punition négative, elle est négative car on retire quelque chose, mais quelque chose d'agréable, ce qui en fait une punition. Si mon chien aboie dehors, il n'aura pas à manger ce soir. Je lui retire un privilège qu'il apprécie. Un ado qui a une mauvaise note à l'école sera privé de sortie.
Si on analyse tout ça, les deux négatifs, que ce soit renforcement négatif ou punition négative, c'est compliqué à mettre en place avec un chien car ils n'ont pas de relation de cause à effet sur le long terme. Mon exemple de plus haut, s'il n'est pas sage, il n'aura pas à manger le soir. Non seulement c'est maltraitant, mais en plus le chien ne comprendra même pas car il y a trop de temps qui s'est écoulé entre le moment où il n'a pas été sage et le moment où il se rend compte qu'il n'a pas eu à manger. De même, il y a peu de situations où je pourrais lui enlever quelque chose de négatif pour faire un renforcement négatif. Je ne dis pas que c'est impossible, mais c'est tellement peu fréquent qu'on va simplifier pour ne pas s'embêter avec ça. La version applicable pour l'éducation canine est un peu simplifiée. Soit on fait un renforcement positif, j'ajoute quelque chose d'agréable pour mon chien, une félicitation, un jouet, un bonbon, ce qui va renforcer le comportement. Soit on fait une punition positive, j'ajoute une sanction, ce qui va faire diminuer le comportement et va finir par le faire disparaître. Il faut savoir que la théorie de Skinner a été actée et démontrée. Ce n'est pas quelque chose qui est remis en cause. C'est comme ça que fonctionne tout être vivant. Il l'a démontré avec des expériences. La plus connue est la cage de Skinner. Skinner a mis un rat dans une cage. Dans cette cage, deux leviers identiques. Lorsque le rat actionnait le premier levier, il recevait de la nourriture. Lorsqu'il actionnait le deuxième levier, il recevait une décharge électrique. Très rapidement, le rat ne faisait plus qu'actionner le premier levier et ne touchait plus jamais au deuxième. Tu as un comportement qui te fait du bien, tu en retires quelque chose de positif, tu auras envie de recommencer et ton comportement se renforcera. Si tu as un comportement qui te fait du mal et où tu n'en retires que du négatif, tu auras tendance à arrêter. C'est de la logique pure. Je te prends un exemple simple. Je vais dans un restaurant, si je passe une bonne soirée et que je mange bien, j'aurai envie d'y retourner. Si par contre la nourriture est dégueu et que j'ai passé une horrible soirée, je n'aurai plus envie d'y remettre les pieds. Skinner, c'est vraiment la base de tout. Alors, quand les 100% positifs te disent on peut faire disparaître un comportement sans punition, eh bien, si je me fie au schéma, bah non en fait. Et pire, certains comportementalistes vont te dire si ton chien vole une chaussette, échange-lui contre un bonbon pour la récupérer et lui faire comprendre qu'il ne peut pas. En fait, le bonbon, c'est un renforcement positif, donc ton comportement, tu le renforces. C'est bien, tu as suivi. Et donc, l'éducateur 100% positif qui te dit que ça va faire disparaître le comportement de ton chien, eh bien, non en fait, perdu, ton chien, il va juste se dire, à chaque fois que je veux un bonbon, je n'ai qu'à revoler une chaussette et on va me l'échanger. Regarde, je te montre un passage d'une vidéo que j'ai trouvée sur YouTube. Je floute parce qu'à nouveau, mon but est d'illustrer mes propos. Je ne veux pas nuire à la personne. La première, elle est très simple, ça va être de rediriger ton chien quand il mordit tes mains, ton pantalon, tes vêtements ou quelque chose d'inapproprié vers un jouet. En gros, on te dit dans la vidéo que quand ton chien te mordit, tu rediriges sa morsure sur son jouet préféré. Le fait de jouer avec lui, c'est un renforcement positif. Donc, le chien apprend qu'à chaque fois qu'il mord, on joue avec lui. Alors, mets-toi 2 secondes à la place de ton chien. Si tu as envie qu'on joue avec toi, là maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Bah oui, forcément, le chien va mordre. En fait, elle ne fait que renforcer le comportement. Si tu travailles à coup de renforcement positif, tu renforces le comportement. Renforcement positif. Il y avait pourtant un indice dans le nom, hein. Retiens ça. Tu veux renforcer un comportement ou apprendre quelque chose à ton chien? Renforcement positif. Tu veux faire disparaître un comportement ou désapprendre quelque chose chez ton chien? Punition. Alors attention, à nouveau, parce que quand on dit punition, on a directement tous les bien-pensants qui débarquent pour crier à la maltraitance. Si je repousse fermement un chien qui saute, c'est considéré comme une punition. Si je l'asperge avec un peu d'eau, c'est également une punition. Il existe des punitions légères qui respectent l'animal. À aucun moment je ne t'ai dit de frapper ton chien avec une barre à mine. Les ultra-positifs, niveau logique, ils sont complètement à côté de la plaque. Mais ils s'en foutent. Parce que le 100% positif, c'est avant tout un combat idéologique. Ça, je te l'expliquerai en détail dans la 4e vidéo. Prenez de ne jamais se fâcher en réponse aux méthodes maltraitantes. Même s'ils ne sont pas dans le vrai niveau logique et que ça ne fonctionne pas, c'est pas grave. Ce qu'ils veulent, c'est prôner une idéologie. Si ça ne respecte en rien le travail de Skinner et que ça ne fonctionne pas, eh ben, on s'en bat les... En réalité, ils me font un peu penser aux complotistes. Leur théorie d'un point de vue scientifique est complètement foireuse, mais ils s'en foutent et le justifient par une pirouette. Tout ce qu'ils veulent, c'est avoir un point de vue contestataire par rapport aux normes en place et faire partie d'une communauté qui les accepte. Que leur modèle tienne la route ou non d'un point de vue scientifique, c'est un détail.
Parce que rappelle-toi de ma première vidéo. La définition du 100% positif, ça consiste à ne jamais se fâcher. Si tu ignores ton chien, par exemple, tu ne renforces pas, mais tu ne le punis pas non plus, vu que tu es neutre. Donc, les 100% positifs n'utilisent jamais la punition. Et si on s'en tient au schéma, ils n'ont aucune option pour faire diminuer le comportement. CQFD. Et c'est pour ça que je repasse derrière ces soi-disant professionnels à longueur de semaine. Ça ne fonctionne pas en pratique. Et donc les clients font appel à quelqu'un d'autre vu que la solution proposée n'a eu aucun résultat. Je te fais une petite parenthèse intéressante, car depuis tout à l'heure, je t'explique pourquoi les ultra-positifs sont à côté de la plaque. Mais les traditionnels ne valent pas mieux. Utiliser un collier à pic ou un collier électrique sur un chien pour lui apprendre quelque chose, eh bien c'est tout aussi con. Et maltraitant en plus. Tu te souviens du schéma? Si je veux apprendre à mon chien à s'asseoir, c'est un comportement que je veux créer ou renforcer. Faire un apprentissage à coup de punition, eh ben non, perdu, ça ne fonctionne pas non plus. Je l'avoue, je suis un peu dur dans mes propos. En fait, les 100% positifs ont trouvé un moyen de contourner un peu les règles. Si par exemple ils veulent apprendre aux chiens à ne pas sauter sur les invités, si je me réfère à Skinner, il va falloir utiliser une punition, vu que le saut est un comportement que je veux faire disparaître. Mais pour eux, hors de question, alors on va filouter un peu. Tu te souviens des exemples de ma première vidéo? N'oublie pas que ce sont les rois de l'esquive. Et donc, ils vont s'en sortir comme d'habitude en esquivant le problème avec une petite pirouette. Si on revient sur Skinner, le renforcement positif ne fait que renforcer ou créer des comportements. Alors, plutôt que d'interdire au chien de sauter, on va utiliser un comportement exclusif. On va lui apprendre à s'asseoir et à rester assis lorsque quelqu'un rentre à la maison. Lorsqu'il s'assoit, on peut donc renforcer le comportement à coups de bonbons. Et ça marche, parce que les deux comportements sont exclusifs. Mon chien ne sait pas sauter et en même temps rester assis. Donc si je renforce son assis plus fort que ne l'est son habitude de sauter, il va s'asseoir et s'il est assis, il ne sautera plus. Alors, sur ce coup-là, je dois m'incliner parce qu'en théorie et en pratique, eh bien, ça fonctionne. Ça veut dire que d'un point de vue du bien-être du chien, ils ont réussi à régler un problème sans se fâcher. Mais le truc a ses limites. Il faut qu'il existe un comportement exclusif, sinon ça ne fonctionne pas. Pour mon exemple avec les escalopes que j'ai pris dans la vidéo précédente, il n'existe pas de comportement exclusif. C'est pour ça que dans la liste des conseils, tu as « ils mangent tes chaussures, range-les ». Ils sont conscients de leurs propres limites. Le 100% positif ne permet pas d'interdire à un chien de manger les chaussures efficacement. Alors à nouveau, on esquive et on filoute un peu. Beaucoup. Là où je suis un peu plus dubitatif, c'est sur le chemin parcouru. D'un côté, on a quelque chose de simple et direct, le chien saute, on fait une punition, le saut disparaît. De l'autre côté, on a un chemin plein de détours. Le chien saute, on va d'abord lui apprendre à s'asseoir, puis à rester assis quand il y a des gens qui rentrent, puis créer un conditionnement pour qu'il s'assoie automatiquement quand les invités entrent, et du coup, il ne sautera plus. Le problème avec tous ces détours, c'est que forcément, ça prend beaucoup plus de temps et d'énergie pour y arriver. C'est pour ça qu'avec un client, en travaillant par la voie directe, on peut régler le problème en une seule séance, là où les 100% positifs le feront en 3, 4 ou 5 séances. Parfois, quand je tombe sur des vidéos ou des commentaires sur Internet et que je vois un client qui dit « en seulement 5 séances, mon chien ne sautait plus sur les gens », c'est chouette. Il a l'air content et satisfait, mais moi je sais qu'il me faut une seule séance pour avoir le même résultat avec mes clients. Avec tous les avantages que ça engendre. Une seule séance, ça veut dire que le client ne paye qu'une fois. Alors certes, comme ça va un peu plus vite, c'est un peu plus cher à la séance, mais si on fait le calcul, ça revient beaucoup moins cher d'avoir un professionnel qui se déplace une fois que d'en avoir un qui doit venir plusieurs fois à domicile. Et c'est pareil pour la motivation des clients. Avec la méthode directe, dès le premier jour de travail, le client voit les résultats. Et c'est l'histoire d'une semaine pour que le problème soit complètement résolu. Avec un système indirect où il y a beaucoup plus d'apprentissage à faire et de choses à mettre en place, ça demande plus de travail de la part des clients, avec le risque qu'ils se découragent en cours de route ou qu'ils ne prennent pas le temps de faire le travail jusqu'au bout. Et par expérience, si un travail est trop long, trop coûteux ou trop énergivore, eh bien le client se décourage et n'ira pas jusqu'au bout du travail. Et ça, c'est un gros frein au résultat final. La faisabilité, c'est un critère super important à prendre en compte. Je te prends un exemple. Si je demande à 2 personnes comment me rendre à Rome, la première va me dire « Bah c'est ça, Greg, prends l'avion ».
La deuxième personne va me dire « Vas-y à pied, c'est mieux pour la planète ». Dans les deux cas, d'un point de vue purement théorique, ça fonctionne. L'avion peut m'y emmener et je peux effectivement y aller à pied. Mais une solution est beaucoup plus simple que l'autre. L'avion, j'en ai pour 5 heures de voyage et une centaine d'euros pour le billet. Y aller à pied, j'en ai pour 25 jours de marche depuis la Belgique. Et il faut m'acheter tout le matériel de randonnée, 25 jours de repas, mes nuits d'hôtel et d'auberge. Il me faudra prendre 25 jours de congé pour faire le trajet. Ce n'est pas que la solution d'y aller à pied ne fonctionne pas, mais pour moi, elle est irréalisable car elle demande trop d'efforts et de temps et ça me coûtera trop d'argent. Alors, dans ces conditions-là, je préfère ne pas me rendre à Rome. En théorie, ça fonctionne, mais en pratique, je ne le ferai pas. Pour les clients qui appellent un comportementaliste canin, c'est pareil. Peut-être qu'en théorie, les méthodes ultra positives fonctionnent, mais en pratique, si aucun client ne sait aller jusqu'au bout, tellement le travail est long et énergivore, eh ben, il n'y aura aucun résultat et ce sera un échec. La méthode fonctionne sur papier, mais dans la pratique, eh ben, c'est de la merde. La faisabilité, c'est un paramètre à prendre en compte, mais qui est très souvent oublié dans les débats. Plus une méthode est simple à mettre en œuvre, moins elle demande d'investissement en temps, en argent et en effort, et plus elle sera efficace. On va s'arrêter ici pour cette vidéo, je te laisse déjà digérer tout ça. Dans la prochaine vidéo, on va parler des études scientifiques qui ont été réalisées sur les méthodes 100% positives et surtout de leurs résultats. Et je te promets que tu n'es pas au bout de tes surprises. Si la vidéo est déjà sortie, tu la retrouveras juste ici sur le côté. En attendant, like la vidéo et abonne-toi à la chaîne. Ça m'aide énormément pour le référencement. Je te dis à la prochaine.